Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureuses de vous accueillir aujourd'hui pour ce premier atelier de la saison 4 des ateliers philosophes et féminins. On va vous représenter brièvement le projet. Donc, le projet Philosophe au féminin, c'est un projet qui est né il y a bientôt 4 ans à la suite d'une publication, celle de la Tribune, intitulée Combien de philosophes au féminin, donc, dans le journal Libération. Je vais vous en citer un extrait. Combien d'autrices sont enseignées au programme de philosophie en terminale au sein des cursus universitaires? Quasiment aucune. L'exception Hannah Arendt ne nous satisfait plus. Des philosophes, au féminin, dans l'histoire, il y en a bien des centaines. Elles ne sont pas mineures, mais minorisées. Y compris dans les pratiques contemporaines, on ne compte plus le nombre de soutenances de thèses, de colloques en non-mixité. Un entre-soi des hommes qui pensent sur des hommes pour des hommes. Les travaux de philosophes au féminin sont moins lus, moins cités, moins débattus ou avec moins de probité intellectuelle. Bien plus qu'un préjugé, il y a ici une production d'ignorance arrogante. Ne nous trompons pas de débat. Il n'est pas question de féminiser la philosophie, mais bien plutôt de la démasculiniser. Donc les ateliers philosophes au féminin n'ont qu'une seule mission, c'est rendre aux femmes philosophes l'intérêt scientifique qu'elles méritent. Et pour cela, on a imaginé un cycle d'ateliers philosophiques qui a pour but de faire découvrir ou redécouvrir le travail des femmes en philosophie. Et face au grand succès de notre appel à contribution l'année dernière, nous avons décidé de reconduire l'expérience, ce qui va nous permettre de couvrir une grande diversité de thématiques et de sous-champs de la philosophie. Merci Eva. Le principe est simple, hein, chaque intervention que vous allez entendre ce soir se concentre soit sur un texte, soit sur une œuvre complète, ou sur une pensée philosophique issue de n'importe quel courant de la philosophie ancienne, moderne ou contemporaine. C'est le principe de nos ateliers. Le seul impératif, c'est que cette intervention mette en avant le travail d'une femme, autrice en philosophie, afin de lui restituer sa place dans les grands débats qui animent notre discipline. Donc notre but, c'est de donner à voir la diversité des écrits et la grande richesse des textes philosophiques écrits par des femmes. Nous espérons que cela puisse permettre aux professeurs d'intégrer davantage de femmes dans leur programme, que des étudiants se penchent avec plus d'intérêt sur les travaux de philosophes femmes, mais aussi qu'en dehors de l'université et du lycée, les femmes philosophes soient connues pour leur contribution à l'histoire des idées. Se réapproprier les savoirs, c'est aussi donner la parole à des femmes philosophes. Et donc, tout au long de nos ateliers, vous entendrez, dans une écrasante majorité, des étudiantes, des chercheuses et des professeurs. Ces ateliers ont été l'occasion de leur offrir un cadre bienveillant pour une première communication ou parfois juste un lieu d'échange sur des thématiques peu discutées dans le monde universitaire. Cette bienveillance, elle doit se poursuivre tout au long de cette séance que nous allons passer ensemble. Et en tant qu'organisatrice, nous veillerons au respect de cette règle. Les questions posées par les auditeurs et auditrices ne doivent pas avoir pour but de déstabiliser les intervenantes. En général, ça se passe très bien et les questions sont évidemment bienvenues et encouragées. Elles doivent simplement permettre d'approfondir le débat et ne pas mettre en évidence ce que l'intervenante n'a pas précisé ou ce qu'elle semble ne pas maîtriser. Donc, un grand merci aux organisatrices de ces ateliers pour l'invitation et pour cette présentation. Donc, effectivement, je suis en train de finir ma thèse sur le concept de self-reliance chez Emerson. Et je suis actuellement à l'université d'Harvard où se trouvent les archives de Margaret Fuller et de Ralph Waldo Emerson. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, donc c'est extrait d'un chapitre qui pose la question du rapport entre Fuller et le concept de self-reliance et plus généralement aussi le rapport entre Emerson et l'histoire du féminisme au XIXe siècle. Donc, bien que Emerson et Fuller peuvent être considérés séparément, l'un comme point de départ de la philosophie américaine et l'autre comme point de départ du féminisme américain, il me semble intéressant de les revisiter ensemble. Non seulement parce que les deux amis très proches pendant des années charnières de leur carrière ont exercé l'un sur l'autre une influence déterminante, comme ont déjà attesté en réalité de nombreux travaux,
mais aussi parce que cela permet de questionner et d'attribuer peut-être au point de départ philosophique la qualité d'être féministe et réciproquement au point de départ féministe celle d'être proprement philosophique. Aussi, donc bien que les groupes de discussion qui vont nous intéresser, organisés par Margaret Fuller, les conversations philosophiques de Boston, réunissant des femmes exclusivement, euh, un mot pour dire que la pratique de la conversation n'en constitue pas moins. La pratique de la conversation n'en constitue pas moins une des modalités essentielles du transcendantalisme lui-même. Donc, on ne va pas avoir l'occasion de parler énormément du transcendantalisme, mais simplement dire que avec cette pratique de la conversation, les idées féministes, en fait, circulent dès leur début autant que les autres courants qui sont habituellement attachés au transcendantalisme, c'est-à-dire, pour dire les choses brièvement, l'idéalisme, le progressisme et l'individualisme. La question que l'on peut se poser concerne le statut et la nature des textes de Fuller dans ce contexte de l'émergence de quelque chose comme les débuts de la philosophie aux États-Unis. Est-ce qu'il s'agit d'un développement parallèle à ce qu'on identifie comme les débuts de la philosophie, qui s'apparenterait plutôt à une pensée sociale et politique, une pensée engagée, constituée donc d'ouvrages de non-fiction aussi déterminants que Women in the 19th Century, et qui ne porte pas encore clairement le nom de féminisme? Ou bien faut-il plutôt penser la porosité entre philosophie et féminisme en attribuant à Fuller un rôle central, peut-être oublié partiellement, en se penchant sur son influence à la fois production de textes et interaction productive, auquel on peut accorder le statut de philosophique. Le problème se redouble alors dans le cadre de l'assignation du commencement lui-même de la philosophie américaine, qui inclut comme sa spécificité des éléments radicalement nouveaux, tout en excluant peut-être paradoxalement ses précurseurs et ses précurseuses du champ délimité, réduits au rôle de proto-philosophes, simples auteurs, critiques d'art, éditeurs ou essayistes. Donc, pour vous présenter le plan brièvement, donc on verra d'abord Fuller ou la discrète déclaration d'indépendance féministe de l'Amérique. Ensuite, on se penchera sur les conversations philosophiques de Margaret Fuller entre 1839 et 1844, entre quête d'intelligibilité, self-reliance et la question de la potentialité au féminin. Et si on a le temps, on verra dans une troisième partie l'énonciation des mécanismes d'oppression du genre et le renversement des valeurs qu'elle propose. Donc Fuller ou la discrète déclaration d'indépendance féministe de l'Amérique. Donc, c'est une première partie qui est un peu plus historique que proprement philosophique, mais qui, je pense, a son importance. Donc, l'environnement philosophique de la première moitié du 19e est, il faut le dire, assez peu propice au développement de femmes intellectuelles. Même les filles de milieux privilégiés qui reçoivent une éducation intellectuelle importante et qui peuvent même parfois suivre des cours dans des établissements mixtes, où elles côtoient et même parfois dépassent leurs camarades masculins, se voient refuser en réalité l'accès aux études supérieures. Donc c'est encore le cas aux États-Unis à l'époque de Fuller. Donc Margaret Fuller elle-même verra ses frères, un bon nombre de ses amis masculins de son entourage, parfois moins bons scolairement qu'elle, accéder à l'université voisine d'Harvard à Cambridge. Ça ne l'empêchera pas, d'être la première femme à accéder néanmoins à la bibliothèque d'Harvard. C'est une demande spéciale qu'elle formulera. Donc, paradoxalement, et malgré les nombreux obstacles objectifs, en réalité, il y a beaucoup d'intellectuelles femmes à cette époque. Par-delà donc les restrictions d'accès aux milieux académiques et scientifiques, politiques et religieux aux États-Unis. La société américaine de la première moitié du 19e siècle en Nouvelle-Angleterre, donc en fait, est marquée par l'influence déterminante d'intellectuelles européennes comme Madame de Staël, par exemple, Mary Wollstonecraft, féministe et philosophe anglaise du 18e. Et on remarque que la génération précédente, celle de Fuller et d'Emerson, est riche en réalité de figures d'indépendance intellectuelle comme la figure de Mary Moody Emerson, la tante d'Emerson en particulier, ou d'autres femmes du milieu quaker qui fait partie des seules communautés religieuses où l'égalité entre les hommes et les femmes est pensée et où les femmes peuvent prêcher.
Aussi, donc, le courant transcendentaliste réunit des hommes, mais aussi des femmes, dont Margaret Fuller, Sophia Ripley, Elizabeth Peabody, au même titre donc que Emerson ou David Thoreau, pour parler des plus connus. Et la question de l'éducation et de l'égalité entre les hommes et les femmes sont au centre de leurs préoccupations. Mais on remarque que, tandis que le milieu religieux, dont sont issus en fait beaucoup des pasteurs unitariens et d'anciens pasteurs unitariens comme Emerson, qui constituent le transcendantalisme, ont déjà en fait un succès à l'époque, notamment grâce à leurs conférences, lectures. En fait, les femmes n'ont pas accès à ces mêmes conférences. Si elles peuvent en composer l'audience, elles n'ont pas accès à la tribune, accès qui d'ailleurs fera partie de leur première revendication, condition de possibilité de l'expression même de toute autre forme d'idée ou de revendication. Et si certaines féministes abolitionnistes au sens de l'abolition de l'esclavage montent déjà à l'époque à la tribune aux États-Unis, il s'agit d'une exception majeure qui d'ailleurs est critiquée par le milieu bourgeois, dont sont issus les penseurs transcendantalistes. Et Fuller, toute sa vie, connue et reconnue pour sa très grande éloquence, regrettera et souffrira beaucoup de ne pas avoir accès à ce même type de discours. Donc conférences, mais aussi sermons. Et c'est donc dans le cadre d'organisation de groupes de discussion, appelés conversations, que se retrouvent les femmes voulant échanger sur toutes sortes de sujets d'actualité, de société et de philosophie. Mais il apparaît également que ces groupes de discussion, souvent relayés au second plan dans la manière dont ils ont pu être analysés, sont en réalité l'occasion d'une élaboration intellectuelle inédite aux États-Unis. Et on verra donc dans les parties suivantes aussi le lieu d'un renouvellement de pratiques discursives et d'élaboration conceptuelle. Lubit Fuller est historiquement constitué. Donc rapidement, si on essaie de comprendre comment se positionne le transcendantalisme par rapport à l'histoire de la philosophie, on peut prendre le travail d'analyse de Stanley Cavell, notamment dans The New Yet Unapproachable America, où il décrit assez bien en fait le rapport complexe de la philosophie américaine avec l'acte de fondement de la philosophie, de fondement d'une tradition. Et en cela, Cavell explique en quoi Emerson refuse à la fois de produire une école de pensée et de se positionner lui-même comme fondateur. Je vous ai mis la citation sur le PowerPoint. Donc, j'essaie d'avancer un peu parce que c'est un petit peu long. Donc, si on prend les deux conférences majeures d'Emerson, The American Scholar et The Divinity School Address, en 1837 et 1838, elles ont une importance majeure dans l'histoire des États-Unis puisqu'elles ébranlent en fait considérablement le rapport à la culture dominante européenne, à la fois académiquement et philosophiquement, et ce qui vaudra à son texte, The American Scholar, d'être considéré comme la déclaration d'indépendance intellectuelle des États-Unis par Holmes en 1884. Et pour évoquer brièvement le concept de self-reliance, identifié par Stanley Cavell comme l'expression philosophique de l'Amérique en son aversion, apparaît comme l'élément majeur et diffus de sa philosophie. Aussi, malgré donc, le succès et l'ampleur de son influence auprès de philosophes américains comme William James, le courant du pragmatisme par exemple, autant qu'européen, quand on pense à Nietzsche, qui le qualifiait de plus grand philosophe du 19e, sa disparition de l'histoire de la philosophie est identifiée par Cavell par sa paradoxale absorption par chacun de ses lecteurs. Et si on se penche sur Fuller, plus oublié encore qu'Emerson par l'histoire de la philosophie, on remarque que les mécanismes à l'œuvre et les raisons de son oubli par la tradition philosophique sont assez différents de ceux d'Emerson. Donc, bien qu'elle ait écrit Woman in the 19th Century, considéré comme le premier manifeste philosophe américain quelques années avant la
Seneca Falls Convention de 1848 qui, pour les droits des femmes, qui marque historiquement le début du féminisme américain, on remarque en réalité qu'il va y avoir un glissement de l'œuvre vers la vie et l'intérêt pour la vie de Fuller. Et en réalité, la fascination pour sa vie va prendre le dessus par rapport à l'intérêt pour ses idées. Donc, je vous donne une citation de Casey, de Woman Philosopher, où elle rassemble un peu les idées concernant Fuller, et elle écrit « L'omniprésente Fuller a été décrite comme charismatique, captivante, laide, arrogante, égocentrique, archétypalement féminine, séduisante et agressive, pour ne citer que quelques-uns des nombreux termes approbateurs et délétères utilisés par les chroniqueurs pour tenter de cerner l'énigme qu'était Margaret Fuller. » Donc, on voit que la responsabilité de la disparition de Fuller de l'histoire de la philosophie est grandement attribuable à l'environnement intellectuel patriarcal, notamment de la fin du XIXe siècle. Mais paradoxalement, et je pense que c'est intéressant de le mentionner, Emerson participe aussi à l'oubli de Margaret Fuller en écrivant une de ses premières biographies, donc avec l'aide de James Freeman Clarke et William Henry Channing, Memoirs of Margaret Fuller Oeserle, en 1852, qui en fait va participer à la vision romancée et plutôt négative d'une Margaret Fuller pleine de sentiments, voilà, d'une vision un peu sentimentale de Margaret Fuller, qui va prendre le dessus en fait, alors même qu'elle avait par ses premiers écrits une certaine notoriété aux États-Unis. Et c'est d'autant plus paradoxal que l'altérité et les conversations et la grande correspondance qui ont nourri à l'égalité les deux philosophes fait d'Emerson en fait un véritable soutien à Fuller tout au long de sa vie. Voilà, donc c'est quand même un paradoxe. Et rapidement, pour l'histoire de la redécouverte de Margaret Fuller, c'est en réalité au moment de la deuxième vague du féminisme dans les années 60-70 que, en fait, elle réapparaît comme figure majeure de l'histoire du féminisme et du combat pour les droits des femmes, au détriment, en réalité, d'une inscription plus générale dans l'histoire de la philosophie. Donc, bien évidemment, le fait d'avoir influencé Emerson ne suffit pas à faire de Fuller une Emerson, mais peut néanmoins être un élément non négligeable, je crois, concernant sa réhabilitation, d'autant plus qu'Emerson l'a aussi influencé. Donc, je vous renvoie à l'ouvrage de Urbanski, Margaret Fuller, Women in the 19th Century, où en fait elle parle de cette influence de manière un petit peu schématique, mais elle dit très justement, Margaret Fuller applique les arguments d'Emerson pour la cause féministe. Ce qui en soi, moins le fait de compléter la philosophie d'Emerson par un versant féministe que de, en réalité, transformer de l'intérieur sa propre théorie par le fait de l'appliquer donc dans un champ d'analyse nouveau, produisant une pensée unique, c'est ce qu'on va voir, un peu à la manière dont Thoreau a pu être lui aussi influencé par les positions d'Emerson sur la nature et sur la question de la désobéissance civile, mais tout autant en produisant sa propre pensée. Et pour finir cette première partie, la notion d'indépendance est centrale dans la réflexion de Fuller, mais il serait faux de dire que cette question de l'indépendance se limite à la seule indépendance intellectuelle des femmes et à la seule cause féministe. Si on observe sa préface à la traduction d'un ouvrage biographique sur Goethe, donc qu'elle a traduit en 1839. Donc je vous ai donné l'extrait 4. En fait, on remarque que cette conception de l'indépendance est beaucoup plus large et en ce qui concerne le biographe dont elle parle, et aussi une mise en garde en fait pour les personnes côtoyant du génie. Donc là c'est la citation. Elle en appelle à une indépendance de toutes celles et ceux qui vivent dans la lumière de génie. Et elle est contre l'esprit de soumission, par exemple, du biographe, dans le rôle du biographe.
Et on peut aussi mentionner le fait que sa pensée réformiste inclut de nombreux éléments, donc on ne va pas avoir le temps de voir aujourd'hui, mais comme la réforme du système carcéral et l'abolition de l'esclavage, aussi profondément démocratique dans sa conception de l'indépendance intellectuelle et matérielle et de l'égalité. Fuller prend la cause féministe et la condition des femmes plutôt comme point de départ de sa réflexion pour penser une déconstruction des valeurs en général et un renouvellement, comme on va le voir, de la question de l'universalité. Donc, en deuxième partie, donc les conversations philosophiques de Fuller, 1839-1944, quête d'intelligibilité, self-reliance et la question de la potentialité au féminin. Donc, expérimentation philosophique et confiance en soi. Donc, j'ai un extrait de l'extrait 5. Je vais le lire rapidement. No, because the position I early was unable to take was one of self-reliance. And while all women are sure of their wants as I was, the result will be the same. Donc, c'est un long passage, donc j'ai juste coupé pour la question de la confiance en soi. But they are so overloaded with principle by guardians who think that nothing is so much to be dreaded for a woman as originality of thought or character, that their minds are impeded by doubts till they lose their chance of fair, free proportions. The difficulty is to get them to the point from which they shall naturally develop self-respect and learn self-help. Donc, face au problème de la confiance en soi, très visiblement identifié, donc là, le texte provient, est publié après les conversations, mais c'est intéressant de le mentionner pour comprendre ces conversations philosophiques. Donc, on voit que le problème de la confiance en soi est très clairement identifié par les féministes de cette époque, et on pourrait le traduire, donc ça c'est un problème un peu de traduction, mais cette question de self-respect, ou plus largement de self-confidence, de self-esteem, comme un manque d'assurance. Et se trouve aussi en réalité dans les écrits et les préoccupations de Sophia Ripley, donc une contemporaine de Margaret Fuller, mais également en réalité d'Emerson. Donc, dans l'article Transcendentalist Women in Conversation, Margaret Fuller, Sophia Ripley and Women, un article très récent que je vous conseille de lire si ça vous intéresse sur le rapport entre Margaret Fuller et Sophia Ripley. Donc, c'est l'extrait 6. En réalité, donc les femmes sont assez conscientes de l'impact en fait de ce manque de confiance en elles dans leur vie quotidienne et notamment dans leur indépendance intellectuelle. Et Ripley l'identifiait tout à fait en disant « A woman is educated with the tacit understanding that she's only half a being and an appendage ». Mais ce qui est intéressant, c'est que face à ce constat commun, donc partagé par beaucoup de transcendantalistes, Margaret Fuller ne va pas mettre en place une réponse qui soit en fait l'idée de la seule instauration de la self-confidence, de l'assurance, de ce qui manque. Il semble qu'il s'agisse plutôt d'adopter et de rejoindre le projet éthique plus large d'Emerson de l'exhortation à la self-reliance, un autre concept proche, qui est d'une part irréductible à la self-confidence et qui d'autre part fait tout autant défaut aux hommes. Aussi, ce n'est pas d'abord pour répondre à ce problème que Margaret Fuller organise ses conférences. Donc, je vous renvoie au texte de Nancy Gregg Simmons sur les premières conversations et ses analyses qui ont été reprises ensuite dans la biographie, la dernière biographie en date de Margaret Fuller, de Megan Marshall, où Margaret Fuller, donc, d'après leurs analyses, emprunterait l'idée de conversation à un autre transcendentaliste et à ce qu'il appelle donc The Ministry of Talking, donc une espèce de ministère de la discussion itinérant, que Brunson Alcott va mener sur des questions spirituelles. Et en réalité, ce que va chercher à faire Margaret Fuller, c'est moins d'interroger les questions de spiritualité, mais de poser des questions plus pratiques et concrètes, autant que philosophiques.
Et ce qu'on peut mentionner dans les autres modèles que Margaret Fuller prend, c'est celui donc des salons littéraires existants à l'époque en France, celui de Madame de Staël par exemple, c'est sa valorisation de l'improvisation, le modèle des clubs anglais, mais aussi tout simplement le modèle de la classe, puisque Margaret Fuller a enseigné, et que Sophia Ripley et Elizabeth Peabody vont dans les années 1830 organiser des cours d'histoire pour les femmes adultes. Et enfin, le dernier modèle utilisé par Margaret qui en font des conversations, un lieu d'échange inédit, c'est que le cadre plus général de discussion qui caractérise le transcendantalisme, dans lesquels, en réalité, les échanges intellectuels sont aussi des échanges amicaux, bienveillants, qui se passent à la fois dans des soirées organisées, mais aussi au cours de promenades, par exemple. Et si on prend le point de départ utilisé par Margaret Fuller, il s'agit en réalité de poser la question de la culture grecque et latine. Et c'est intéressant de le mentionner parce que cette question de la culture grecque et latine fait partie à l'époque de l'éducation des garçons, mais est exclue en fait de l'éducation des filles, à l'exception de Margaret Fuller qui a pu apprendre le latin et elle lisait dans le texte à 10 ans couramment déjà les auteurs classiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle utilise en réalité ces textes de la culture grecque et latine, notamment pour faire un contrepoids à la culture un peu sacrificielle de l'environnement protestant et d'une certaine forme d'éducation puritaine qui pouvait encore exister, avec l'idée de self-sacrifice. Et voilà. Donc, je vais aller assez vite sur les autres influences possibles de ces conversations. Mais si on essaye de voir ce qui va s'y jouer, alors, non, c'est pas encore la prochaine slide. En réalité, ces conversations ont un but assez précis, celui de faire découvrir aux femmes, par elles-mêmes, leur capacité à, je cite Fuller, questionner, définir, établir et examiner leur propre opinion, tout autant qu'à systématiser. Donc effectivement, rapidement, elle utilise le modèle socratique, de la recherche active, du questionnement et de l'aporie, certes, mais on remarque que l'audience n'est pas composée des sophistes de l'Antiquité, mais s'adresse en réalité à des femmes ayant bien trop conscience de leur ignorance et de leur infériorité. Aussi, Margaret Fuller va refuser la dimension magistrale et va progressivement donc adapter les séances les unes aux autres au fil de leur déroulement. Et Nancy Gregg Simons, elle prend l'exemple de séances sur la beauté qui prennent comme point de départ donc la question de la divinité Vénus, du mythe de Cupidon, de Psyché, etc. Et finit par aboutir au problème d'une élaboration conceptuelle demandée aux participantes, qui va déboucher sur des textes qui ressemblent beaucoup plus à de la poésie en réalité qu'à des discours argumentatifs. Et Margaret Fuller, donc ça c'est dans sa correspondance avec Emerson, elle se rend compte en réalité de la difficulté de cette maîtrise de la construction argumentative, de la difficulté de la recherche des recherches définitionnelles. Et en fait, elle va orienter les prochaines séances à l'acquisition en fait d'une méthodologie proprement philosophique. Il y aura une séance, par exemple, qui portera sur la question de la différence entre imagination and fancy, qui en fait est la question de la distinction conceptuelle. Et en général, ce que va essayer de faire émerger Fuller, c'est à partir de conversations spontanées qui sont encore en réalité, qui participent de ce qu'on pourrait appeler la culture du gossip, d'une habilité à échanger spontanément. En fait, de faire émerger à partir de ces discussions un autre type de discours, cette fois-ci construit et argumenté. Aussi, donc si ces conversations, donc on a de nombreux témoignages de ces conversations dans la correspondance des participantes. Je vais essayer d'aller un peu plus vite là-dessus.
mais en gros, ce qui est intéressant, c'est qu'il va s'agir pour Margaret Fuller vraiment de diffuser et d'encourager la pratique d'une méthode rigoureuse, d'un discours rationnel, avant même de poser la question de la condition des femmes, etc., qui vont venir dans une deuxième série de conversations. Et pour compléter ces analyses, il est intéressant de voir que Fuller a tout à fait conscience de l'efficacité pratique du langage et conscience aussi du pouvoir qui lui est associé et qui a été analysé notamment dans sa biographie par la marque directe de l'influence de son père avocat dans son éducation. Pour autant, ces conversations ne s'identifient pas à des cours de pratique d'éloquence ou de rhétorique et leur portée est profondément critique. En effet, il ne s'agit pas uniquement d'élaborer une pensée pour Margaret Fuller, mais bien d'élaborer une pensée qui soit la sienne. Et cette deuxième élément est tout aussi nécessaire. Et en cela, on peut utiliser les analyses en réalité qui ont été faites pour comprendre le concept de self-reliance comme capacité à, comme dit Cavell, marcher de manière autonome philosophiquement, ou à se retrouver soi-même dans l'expression, à se rendre intelligible pour autrui. Cette question de l'intelligibilité de l'expression est au cœur de la self-reliance, permet de comprendre ce qui se joue en réalité dans ces conversations philosophiques et l'impact politique aussi qu'elles produisent. Donc, il peut être intéressant de rattacher ce que met en place Fuller avec l'individualisme qui marque les débats transcendantalistes plus que la théorie d'Emerson, mais qu'on retrouve dans les essais d'Emerson, qui est repris notamment dans le célèbre essai Self-Reliance, où, voilà, pour citer brièvement, croire votre pensée, croire que ce qui est vrai pour vous dans l'intimité de votre cœur est vrai pour tous les hommes, c'est là le génie. Pardon. Hop. Exprimez votre conviction latente et elle sera le sentiment universel, car ce qui est le plus intime finit toujours par devenir le plus public. Donc cette conception est intéressante parce qu'en fait, elle va renouveler la question de l'universalité, non pas pensée par opposition au particulier, mais pensée à partir du particulier. De se dire que l'universalité, c'est ce qu'on trouve en soi-même. Et donc les textes d'Emerson sont marqués par cette exhortation à la self-reliance. Désolée, j'essaie d'aller un petit peu plus vite. Mais ce qui est mis en pratique dans les conversations de Margaret Fuller, et je pense que c'est vraiment important de le dire, c'est qu'elle pose les questions des conditions de possibilité de cette self-reliance. Et en réalité, pose la question de l'égalité d'accès à l'expressivité elle-même et la possibilité même de formuler une pensée qui soit à soi. Aussi, donc, si la possibilité de la self-reliance apparaît comme quelque chose de souhaité et promu dans les exhortations d'Emerson, il semble que Margaret Fuller, dans ses conversations, puis dans son texte Woman, pense les conditions réelles d'acquisition de cette potentialité. Et donc pense cette potentialité comme disposition à se retrouver soi-même dans sa propre expression. En ce sens, en réalité, Fuller, avec tous les éléments concrets qu'elle apporte, pense les conditions d'émergence de la self-reliance, moins en termes de puissance, si on reprend librement la distinction aristotélicienne, qu'en termes de disposition fermement acquise et de potentialité réelle. Donc, dans cette... un mot pour dire que la question du modèle apparaît comme fondamentale. Donc, il y a toute une pensée. Je vous donne un extrait où elle parle de l'impact, en fait, dans la
d'une femme au pouvoir pour les écrivains de l'époque. Voilà, désolée, j'essaie d'accélérer, mais je vous invite à lire le texte de Fuller en entier. Il est vraiment très, très, très riche et passionnant. Donc, la question de l'expressivité et d'une recherche, d'un renouvellement des pratiques de soi et d'une recherche d'une expression de soi qui soit self-reliant plutôt que self-confident est au centre des préoccupations philosophiques de Fuller. Voilà, et donc la citation apparaît sur le PowerPoint un peu tard, sur voilà, l'objectif des conversations. Il me reste combien de temps? Est-ce que je peux parler un petit peu? 5 minutes? Ouais, Ok. 5 minutes max. Ok. Donc, l'autre apport majeur de ces conversations, c'est qu'en réalité, elles vont permettre à Sophia Ripley et Margaret Fuller d'élaborer conceptuellement ce qui va ensuite être publié dans The Dial, donc le journal des transcendantalistes, sous la forme d'articles. Donc c'est Woman en 1841 et ensuite The Great Lawsuit Man versus Man, Woman versus Woman, qui sera repris et développé dans l'ouvrage Woman in the 19th Century. Et en réalité, ces conversations vont être la base et le lieu d'élaboration de ces premiers articles féministes. Et même si les mécanismes d'oppression du genre sont déjà finement analysés par Ripley, et en réalité, ils sont repris par Margaret Fuller. Je vous renvoie à l'article d'Alice de Galzin sur ces questions-là de 2022, que je ne vais pas avoir le temps de voir ici. En réalité, on voit aussi que Margaret Fuller, dans la manière de procéder, dans le texte lui-même, va accorder une grande place au langage parlé et aux expressions en fait, du langage ordinaire, qui reconduit aussi la question de la conversation à l'intérieur du texte écrit. Et en cela, on peut dire que l'appel à une nouvelle philosophie de l'ordinaire, qui est celui d'Emerson dans The American Scholar, semble avoir été entendu par Fuller, qui articule donc à son exploration critique du langage ordinaire une perspective historique critique sur, en fait, moins le 19e siècle lui-même que l'histoire, la mythologie. Voilà, donc et un grand nombre de personnalités historiques féminins et féministes de l'histoire. Donc ça, c'est l'appel d'Emerson qui aussi va avoir un écho en esthétique. Et alors, pour finir, on peut voir la théorie du genre qui apparaît avec Margaret Fuller et qui est exprimée dans le texte, l'extrait 12. Donc, elle va décloisonner à la fois les valeurs traditionnellement féminines en montrant leur égale valeur et leur égale noblesse, entre guillemets, et elle opère un décloisonnement parallèle du côté des valeurs socialement attribuées au masculin, en faisant une forme de revendication de l'héroïsme, du courage, revendication du travail, et notamment, je cite Spinoza, revendication du droit à l'amitié, l'amitié à la fois réalité et valeur à travers la question de la fraternité, qui était refusée traditionnellement aux femmes par de nombreux philosophes, et Margaret Fuller répond à Spinoza qui argumente assez mal d'ailleurs en faveur d'une inégalité entre les hommes et les femmes. Donc ça, je vous renvoie au texte Woman. Mais pour en revenir donc à la question de sa propre conception du genre, donc rapidement pour le texte que je vous mentionne, le masculin et le féminin représentent les deux faces du grand dualisme radical, mais en fait, ils passent perpétuellement l'un dans l'autre.
Et elle continue en pensant la possibilité pour les femmes d'aller au combat et la possibilité pour les hommes d'élever leurs enfants aussi bien que les femmes. Et donc pour finir, cette radicalité, donc qui en fait a été oubliée, mais qui a un écho aujourd'hui dans la manière dont le genre peut être pensé, semble être rendue possible par deux choses, je pense. La première, c'est l'extrême individualisme qui caractérise la pensée de Fuller, donc qui permet de penser la nature à l'aune d'exception, et donc d'ouvrir la question de cette dualité du genre vers une plus grande un plus grand nombre, une plus grande variété en termes de genre. Et le deuxième élément, c'est la question de la fluidité du soi, théorie qu'on retrouve chez Emerson, et aussi fluidité de la nature, qui permet de sortir d'une essentialisation rigide du féminin et du masculin, dans laquelle, paradoxalement, Emerson, lui, reste toujours pris au piège. En conclusion, donc, les pratiques conversationnelles apparaissent comme le lieu de renouveau de la philosophie. Et l'intelligence de Fuller tente de rendre compte de faits sociaux, de phénomènes et de mécanismes dans leur immédiateté la plus déconcertante et leur réalité langagière. Et en cela, elle préfigure le travail conceptuel et scientifique qui prendra 2 siècles jusqu'à aujourd'hui pour délimiter, analyser ce qu'on a appelé l'éthique du care, la question des identités de genre, la redécouverte des personnages féminins oubliés par l'histoire, l'importance de la représentation, mais aussi la présence du sexisme amène le langage ordinaire. Et en ce sens, Fuller fait tout autant intégralement partie de l'histoire de la littérature que de celle de la recherche scientifique, philosophie, sociologie et histoire confondues. Merci. Merci beaucoup, Léa. Est-ce que déjà il y aurait des questions voilà, de clarification, des choses que vous n'avez pas comprises ou sur lesquelles vous voulez plus de détails? Sinon, moi j'en ai mis, mais... En fait, moi oui, voilà, c'est plus pour avoir un peu plus de détails sur un point que vous avez expliqué, sur justement le problème de la confiance en soi. Si je me souviens bien, vous aviez dit que euh, Fuller va pas juste répondre qu'il faut instaurer la confiance en soi, la self-confidence, mais qu'il faut adopter enfin, le projet plus large d'Emerson qui fait tout autant défaut aux hommes. Et du coup, par rapport à ça, je me demandais, est-ce que ça veut dire que elle apporte pas de propositions spécifiques aux femmes? Enfin, je me demandais du coup comment elle traite cette question par rapport aux femmes ouais, par rapport à ce qu'elle dit en fait sur le fait que ça fait défaut aux hommes aussi, quoi. Je sais pas si c'est très clair. Si c'était clair. Merci pour cette question. Alors, en réalité, c'est vrai qu'elle intègre la question de la confiance en soi comme donnée psychologique, comme un rapport à l'oralité et à la question de l'expression, c'est-à-dire par l'organisation des conversations. En fait, elle prend en charge ce problème de l'accès à l'expression, qu'en fait, produire un discours argumenté, c'est pas quelque chose dont les femmes ont l'habitude. Et donc, elles ne s'en pensent pas capables jusqu'au moment où elles sont amenées à le faire. Et par ces conversations, Fuller va en réalité développer cette confiance en soi des femmes. Même si ce n'est pas l'objectif premier, c'est quelque chose qui va apparaître progressivement, comme je l'ai dit. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne s'arrête pas là. Voilà. Je pense qu'il a pu être identifié cette question de l'assurance dans ces conversations, mais de mon point de vue, elle ne s'arrête pas là. Elle mentionne la question de la self-reliance une fois dans Woman, et je pense qu'il y a un projet éthique derrière aussi, sur le fait de devenir une meilleure personne, de devenir, voilà, de développer aussi le meilleur de soi-même à travers cette expressivité. Et ça, c'est la conception du soi qu'on retrouve développée dans l'essai Self-Reliance. Et pour Emerson, en fait, cette exhortation, elle s'adresse aux hommes, aux femmes, voilà, elle pose d'emblée la question de l'absence de self-reliance, sur le fait qu'il faut, à partir d'un moment,
penser à quel point on est constitué par la société et donc dans cette aversion de la société, du conformisme, voilà, plutôt l'aversion du conformisme, parvenir à se positionner soi-même. Et en cela, c'est pas moins historiquement qu'il manque cette donnée aux hommes au début du 19e siècle, qu'en réalité, il manque à tout être humain, parce qu'on est des êtres sociaux, ce moment de notre développement en tant qu'individus moraux et politiques, où on se pose la question des discours qu'on prononce, qu'on se pose la question voilà, des mots qu'on utilise et donc des pensées qu'on partage. Est-ce que c'est plus clair? Oui, merci beaucoup. C'est hyper intéressant. Et du coup, si je comprends bien, j'ai l'impression que par rapport à, par exemple, la self-reliance chez Emerson, il y a vraiment une attention au contexte, peut-être plus, du coup, chez Fuller, en tout cas, plus concrétisé, quoi, à En travers fait, c'est ça. C'est l'activité. ça. Emerson, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va produire des conférences qui vont avoir beaucoup de succès, où il exhorte les hommes à penser par eux-mêmes, et les essais qui vont reprendre ces conférences vont en réalité continuer de diffuser cette exhortation à penser par soi-même qui est encore très connue dans la culture américaine et qui va être amplement repris et absorbé par cette culture américaine. Mais effectivement, Fuller, cette question de la confiance en soi comme self-reliance, elle va avoir un écho différent pour la question des femmes. Et je pense qu'elle l'intègre à sa pensée. Eh ben, merci de m'accueillir dans votre séminaire. Merci aussi, Aléa, pour ta présentation. Moi, pour ma part, je vais vous parler d'Émilie du Châtelet. Je vais le faire en m'intéressant à une expression en fait, que vous avez citée tout à l'heure quand vous avez cité la tribune de Libération. Il y avait l'expression autrice minorisée. Et donc, ce que je propose de faire, c'est de voir un cas de minoration, c'est-à-dire comment est-ce que, après la mort de Du Châtelet, elle est devenue, par un processus actif, une autrice mineure. Je vais aussi présenter Du Châtelet, mais c'est surtout sur ce processus-là que je vais me concentrer. D'abord, je voudrais commencer par dire quelques mots sur la façon dont moi, je suis venu à Du Châtelet, parce que je pense que c'est intéressant et symptomatique aussi. Aujourd'hui, je travaille sur le matérialisme, le nouveau matérialisme des autrices comme Jane Bennett, Karen Barad. J'essaie d'articuler ça au matérialisme des Lumières, des auteurs comme Diderot. Et en fait, avant ça, j'ai écrit une thèse sur la réception de Leibniz chez les matérialistes du XVIIIe siècle. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai croisé Du Châtelet, parce que c'est une figure très importante de la diffusion des idées de Leibniz en France. Et c'est comme ça, en fait, que j'en suis venu à Du Châtelet en m'intéressant à la philosophie d'un autre que Du Châtelet, à savoir la philosophie de Leibniz, Du Châtelet étant considéré ou fonctionnant ici comme une médiatrice. Après cela, je me suis intéressé à la philosophie de Du Châtelet pour elle-même, notamment à sa théorie de la matière ou à son épistémologie. Et donc, dernièrement, je me suis demandé comment est-ce que elle était devenue une autrice mineure, alors même que dans son temps, elle était, je vais en parler, mais elle était l'une des philosophes les plus reconnues et l'une des scientifiques les plus connues en Europe. Et donc, ce sont les résultats de ces dernières recherches sur la minoration du Châtelet que je vais vous présenter. Donc, pour ma part, vous voyez que je ne viens pas de ce qu'on appelle ou de ce qu'on commence à appeler les canon studies, ce champ de l'histoire de la philosophie qui s'intéresse à la constitution du canon, c'est-à-dire un ensemble d'auteurs principalement masculins, donc, et un ensemble de textes qui sont jugés comme classiques, par opposition à des auteurs et des autrices qui, pour leur part, sont minorés. Et je me rends compte que j'ai oublié de partager mon PowerPoint. Voilà. Donc voilà le processus de minoration. Alors, ce champ des canon studies, il est représenté notamment en histoire de la philosophie moderne par une américaine qui s'appelle Lisa Shapiro. Alors, je vous avais mis les références dans mon PowerPoint, mais en fait, comme je croyais qu'il fallait parler plutôt 20 minutes que 30, je me suis dit que j'allais enlever ce paragraphe. Mais bon, je peux quand même en dire quelques mots de Lisa Shapiro, puisqu'elle se demande ce qu'est un canon et quels sont les critères qui permettent
dans la période moderne, de constituer un canon, un ensemble de textes et d'auteurs qu'il faut connaître quand on fait de la philosophie, qu'il faut travailler parce qu'ils sont jugés comme ayant une plus grande importance dans l'histoire de la philosophie. Parmi ces critères, elle identifie par exemple l'existence d'un système, soit explicite comme chez Spinoza, soit implicite comme chez d'autres auteurs, qu'il nous faudrait reconstruire. Bref, des parties de la philosophie qui se tiendraient bien les unes les autres. Elle identifie aussi l'écriture d'un genre de texte plutôt qu'un autre, par exemple l'écriture d'un traité de philosophie qui serait organisé de manière argumentative plutôt qu'une correspondance. Elle identifie aussi l'idée que les grands philosophes sont ceux qui interviennent dans des domaines qu'on juge comme étant plus fondamentaux, comme la métaphysique ou l'épistémologie, plutôt que la morale ou la politique pour la période moderne. Et enfin, un narratif qui fait qu'on organise les grands philosophes les uns par rapport aux autres. Par exemple, Descartes serait le fondateur de la philosophie moderne, et ensuite on aurait des auteurs, des philosophes qui lui répondent, comme Leibniz et Spinoza, et ce narratif causal permet d'évacuer d'autres figures, comme par exemple Anne Conway, qui était en Angleterre à peu près à la même période, ou Margaret Cavendish, qui ne participent pas exactement au même débat, qui ne s'inscrivent pas dans la même série causale. Bon, alors, pour ma part, j'ai croisé ces questions, non pas directement, mais de biais, quand je me suis intéressé à la philosophie du Châtelet. Mais aussi quand je me suis intéressé aux travaux des matérialistes, puisque ces auteurs-là ont aussi été occultés, exclus de l'histoire du champ de la philosophie, mais peut-être pas de la même manière, justement. Donc la minoration, c'est le processus par lequel on vient à considérer qu'on n'a pas ou qu'on a moins besoin de lire une philosophe parce qu'il ou elle a moins besoin d'être intégré dans les enseignements de l'histoire de la philosophie parce qu'on considère qu'en fait son importance est moindre dans cette histoire. Alors le cas de Duchâtelet me semble intéressant de 3 points de vue pour s'intéresser au cas de minoration. D'abord parce que c'est la chose qui m'a frappé quand je me suis intéressé à cette figure. Duchâtelet n'est pas du tout une mineure en son temps, n'est pas du tout une scientifique ou une philosophe qui ne serait pas connue et dont l'oubli aurait été perpétué par la suite. Elle a une grande importance dans le XVIIIe siècle philosophique et scientifique européen. Donc on n'a pas ici un cas de philosophe dont le travail n'aurait jamais été reconnu, mais dont le travail a bien été minoré par un processus actif à travers le temps. Deuxièmement, contrairement aux matérialistes dont je parlais tout à l'heure, comme Diderot, d'Holbach ou Lamétrie, eh bien, Duchâtelet est une femme, et c'est ce qui fait le fait que j'en parle ici dans ce séminaire. On peut se demander si, mais plutôt comment, le facteur genre a un effet spécifique sur son processus de minoration. Puisque les femmes philosophes de la période moderne ne sont pas les seules à être exclues de l'histoire de la philosophie, mais on se doute bien qu'elles le sont d'une manière spécifique en vertu de leur genre. Donc ça, c'était ma question. Comment est-ce que le facteur genre intervient? Et troisièmement, Duchâtelet est aussi intéressante pour les questions de minoration. Et ce troisième point, je crois, fait vraiment, à mes yeux, l'intérêt de ce cas. C'est qu'on pourrait penser à première vue, en tout cas c'est comme ça que moi j'étais venu à cette question-là, on pourrait penser que la minoration passe par l'oubli et que le moyen principal de cet oubli, c'est la non-diffusion des textes, le fait qu'on cesse de publier les écrits de Duchâtelet. Or, quand on regarde les éditions de Duchâtelet après sa mort, on se rend compte que ces écrits ne cessent pas d'être publiés, notamment au XIXe siècle. On se rend compte que son nom non plus n'est pas oublié. Bref, Duchâtelet ne disparaît pas par l'absence de la diffusion de ses écrits, ni même malgré la diffusion de ses écrits, mais par cette diffusion. Et c'est justement l'hypothèse que je voudrais exposer ici. Et pour l'exposer, je voudrais m'intéresser à l'histoire éditoriale du corpus de Duchâtelet, en m'intéressant à 2 dimensions de ce qu'est l'édition d'un texte.
Quand on édite un texte, eh bien, on choisit un texte dans un corpus, donc une sélection de textes. Et quand on édite un texte, on le présente, soit par une introduction, soit par des notes, soit parce qu'on l'insère dans un recueil de textes qui nous disent en fait, qui donnent des indications de lecture sur la manière dont on doit lire du Châtelet. Et donc, je vais essayer de voir comment est-ce que les éditions de du Châtelet verrouillent la possibilité de la considérer comme une autrice majeure. Et comment est-ce que c'est l'édition des textes qui participe à la minoration. Avant de faire ça, je voudrais vous présenter donc du Châtelet et vous rappeler, enfin non, vous dire son importance dans le XVIIIe siècle français et européen. Donc du Châtelet, elle est née en 1706, elle est morte en 1749, donc vous voyez que c'est assez jeune, puisqu'elle est morte durant un accouchement. Elle vient d'une famille de la haute noblesse, hein, vraiment très proche de la cour. Elle a vécu à Versailles quelque temps. Et elle a reçu une éducation qui n'est pas spécifiquement une éducation féminine pour l'époque, puisqu'elle a été formée aux sciences et à la philosophie. Apparemment, un familier de la famille Le Tonnelier de Breteuil, qui est la famille du Châtelet, c'était Fontenelle. Fontenelle, qui était le secrétaire de l'Académie royale des sciences, et qui donc apparemment, dans la jeunesse d'Émilie du Châtelet, lui aurait fourni une première éducation à la philosophie et à la physique, aux sciences. Du Châtelet, par la suite, a perpétué cette éducation scientifique en côtoyant de grands savants de l'époque, comme Maupertuis ou Clairaut, qui sont des grands mathématiciens des années 1730-1740, et Maupertuis aussi un physicien. Quelque chose d'assez connu, et que je mentionne parce que vous allez voir que ça a une importance pour la question de sa réception, du Châtelet a partagé la vie de Voltaire pendant une quinzaine d'années. Avec lui, elle a lu, elle a notamment travaillé les philosophes anglais, et on sait aujourd'hui qu'elle a participé à l'écriture de certains textes de Voltaire de cette période, notamment les éléments de la philosophie de Newton. Que Voltaire connaissait, du Châtelet connaissait bien mieux Newton et notamment la partie scientifique de Newton que Voltaire. Et enfin, je le dis, pour comprendre la vie ou la liberté de du Châtelet, elle a partagé la vie de Voltaire, mais elle était en même temps mariée. Elle était mariée au marquis de du Châtelet, qui lui donne donc son nom et son titre, avec qui elle a conçu 3 enfants, mais elle a gardé sa liberté, à la fois celle d'étudier et celle de vivre ses amours. Elle a notamment accueilli Voltaire, du coup, une quinzaine d'années, dans le château de son mari, à Cyrène. À côté de cela, le plus important pour nous, c'est sa production philosophique, voilà son œuvre. Alors, je vous ai mis un choix de textes, hein, le corpus est plus large que ça. Elle a par exemple écrit des examens de la Bible, qui ont été publiés il y a une dizaine d'années seulement, qui sont en fait un long commentaire de la Bible, proche de ce qu'on peut trouver dans la littérature clandestine de cette époque. Quand je dis long commentaire, c'est un livre de 900 pages à peu près. Elle a aussi écrit des mémoires scientifiques, notamment à la fin des années 30, un mémoire sur le feu, qui est le premier mémoire écrit par une femme à avoir été publié par l'Académie des sciences de Paris. À la fin de sa vie, donc durant les années 1740, elle a traduit les Principia de Newton, les principes mathématiques de la philosophie naturelle, et c'est une traduction dont on se sert toujours aujourd'hui, parce que c'est la seule disponible et valable en français. Elle a aussi écrit un texte qui s'appelle « Le discours sur le bonheur », sur lequel je vais revenir, dans lequel elle pose la question de savoir comment est-ce qu'on peut être heureuse quand on est une femme, et quand on est une femme issue de la noblesse. Et elle identifie notamment le fait que l'étude, l'accès à l'éducation, pourrait être le seul moyen et le meilleur moyen du bonheur pour les femmes. Or, c'est précisément l'un de ceux qu'on interdit ou qu'on empêche ou qu'on ne donne pas aux femmes de cette époque. Mais le texte sur lequel je voudrais m'arrêter un peu plus pour l'instant, ce sont les institutions de physique, dont la première édition date de 1740, qui sont
selon moi, mais en tout cas pour l'époque, le texte le plus important du point de vue philosophique de Du Châtelet. Alors, dans les institutions de physique, il y a deux types de considérations. Premièrement, des considérations métaphysiques, puisque Du Châtelet utilise, diffuse, je l'ai dit, mais réinterprète surtout la philosophie de Leibniz qu'elle a lue et qu'elle connaît via certains textes de Leibniz, mais aussi par la médiation d'un autre auteur important de l'époque qui est Christian Wolff. Alors, ce qui est important de dire, c'est que justement, à l'époque, on considère que Du Châtelet est une leibnizienne. Elle diffuse le leibnizianisme en France, elle en donne une version dans un style français. Or, on sait aujourd'hui par la recherche qu'elle ne fait pas que diffuser des matériaux qui viennent d'autres auteurs, mais elle les réinterprète pour répondre à ses propres problèmes théoriques. Elle réinterprète donc le leibnizianisme, notamment parce qu'elle se concentre sur un point qui est la théorie de la matière. Par exemple, du coup, dans ma thèse, j'avais essayé de montrer qu'un des points sur lesquels Du Châtelet intervient, c'est qu'elle articule une métaphysique des substances simples, une métaphysique des monades, si vous êtes familière de Leibniz, bref, une pensée métaphysique, elle l'articule avec une pensée atomiste, qui consiste à dire qu'on doit supposer des corpuscules que la nature ne divise pas. Or, chez Leibniz, les atomes, c'est inconcevable. Du Châtelet dit non, on doit à la fois avoir une pensée métaphysique de ce que Leibniz appelle des substances simples, et pour faire de la physique, supposer qu'il y a des atomes dans la nature. Donc elle articule monadisme et atomisme. Ce qui n'est pas rien d'abord du point de vue du geste théorique, mais ce qui n'est pas rien non plus du point de vue de la postérité de ce geste. Puisque je crois que cette théorie de la matière a été assez importante pour ouvrir la voie à des auteurs, aux matérialistes du XVIIIe siècle, notamment Diderot et Lamétrie, qui ont lu, qui ont discuté, parfois directement dans certains textes, des hypothèses de Du Châtelet. Alors, j'ai mentionné ce point de la théorie de la matière, mais en fait, dans les institutions de physique, les considérations métaphysiques sont plus vastes que celle-là. Il y a un chapitre sur la démonstration de l'existence de Dieu, il y a un chapitre sur la nature de l'espace et du temps, il y a un chapitre sur ce qu'est le mouvement, bref, de la bonne vieille métaphysique. À cela, il faut ajouter un autre type de considérations qui sont des questions relatives à la physique ou à la méthode de la physique. Comment est-ce qu'on connaît la nature ? Par exemple, Du Châtelet se demande comment est-ce qu'il faut comprendre l'attraction newtonienne. Est-ce que c'est une simple loi de description du comportement des corps à distance, ou est-ce qu'il faut supposer que l'attraction est une cause qui ferait mouvoir les corps ? Ça, c'est un des débats dans lesquels Du Châtelet intervient. Autre exemple, elle s'intéresse à une question qui aujourd'hui est complètement obsolète, mais qui a été une grande querelle dans la première moitié du XVIIIe siècle, c'est celle de la force vive. Bon, on n'a pas besoin de rentrer dans les détails ici, mais Du Châtelet connaît ce débat et y intervient. Elle le réactualise même au début des années 1740. Et ensuite, il y a une autre piste de réflexion qui est assez importante au chapitre 4, sur laquelle on peut revenir si vous le souhaitez, qui est l'usage des hypothèses en physique. Et là, Du Châtelet a une théorie qui est finalement très contemporaine sur l'expérimentation et la formation des hypothèses en physique. Bref, ce qui est important, c'est que ce texte-là, il articule des dimensions scientifiques et des dimensions philosophiques ou métaphysiques. Et ce texte va avoir une grande postérité, va être grandement diffusé dans l'Europe des Lumières. Il va y avoir une deuxième édition en 1742, il va y avoir une traduction allemande, une traduction italienne, et Du Châtelet va être impliqué dans diverses controverses publiques. Notamment, on va l'accuser de plagiat, puisque forcément, dans l'esprit de l'époque, on pense qu'elle n'a pas pu écrire ça toute seule. Elle va ensuite être prise au cœur d'une querelle avec Dortus de Méran, qui est le secrétaire de l'Académie royale des sciences, à propos justement des forces vives.
Et elle va estimer d'ailleurs qu'elle a gagné cette querelle, puisque dans la deuxième édition de 1742, elle va faire publier l'échange de lettres qu'elle a eu avec Dortous de Méran. Donc, les institutions ont donné une renommée européenne à du Châtelet. On sait par exemple que 10 ans plus tard, certains passages des institutions vont se retrouver tels quels dans l'encyclopédie, dans certains articles. Les considérations sur les hypothèses du chapitre 4 vont se retrouver dans les articles de l'encyclopédie. Je vous ai parlé aussi de sa postérité chez les auteurs matérialistes, et je finis par vous mentionner qu'en 1745, c'est anecdotique mais symptomatique, il y a un journal allemand qui la classe parmi les 10 plus grands scientifiques de son temps. À l'époque, il y avait déjà ce genre de classement apparemment topito dans les revues de l'époque. Bref, aux yeux de ses contemporaines et de ses contemporains, du Châtelet est une philosophe et scientifique de premier plan. Et tout cela, on commence à le savoir sur du Châtelet. Par exemple, je crois qu'elle apparaît au programme de seconde en histoire sur les Lumières. Donc du Châtelet n'est plus une figure qu'on doive exhumer quand on parle des Lumières, mais par contre, quand on parle de philosophie, elle n'est pas encore présente vraiment dans les enseignements, quoiqu'elle soit de plus en plus présente dans la recherche. Si je vous ai mentionné tout ça, c'est surtout pour avoir un point de comparaison avec les éditions des textes de du Châtelet après sa mort. Donc j'en viens à cette question de l'histoire éditoriale du corpus après la mort de du Châtelet. Première chose étonnante en regard de ce qu'on vient de dire, c'est que les institutions de physique ne sont absolument pas au cœur de l'histoire éditoriale du corpus châtelaissien. Il y a 2 types de textes qui sont publiés de manière régulière au XVIIIe et au XIXe siècle, et même au XXe siècle d'ailleurs. Les institutions de physique, il y a une édition chez Coda aujourd'hui. On n'a pas encore, même si je crois que certains y travaillent, on n'a pas encore d'édition scientifique des institutions de physique de du Châtelet. Mais les deux types de textes qui sont publiés à l'époque, c'est d'abord le discours sur le bonheur et des lettres qui sont issues de la correspondance de du Châtelet. Alors, le discours sur le bonheur, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est un texte qui est écrit probablement entre 1746 et 1747, qui n'a jamais été publié du vivant de du Châtelet. C'est un texte qui adopte un ton assez libre, puisque du Châtelet parle à la première personne. Elle parle de son amour éteint pour Voltaire ou de son goût pour les jeux. Elle défend aussi les passions, et notamment la passion de l'étude. Bref, c'est un texte dont on peut faire beaucoup de choses et qui, je crois, est utilisé, par exemple, par les profs de lettres, enfin pas en terminale, mais en première. On peut montrer, par exemple, avec ce texte, que le style autobiographique choisi par du Châtelet impose une conception située du bonheur auquel on peut aspirer en fonction du genre et de la classe auquel on appartient. Ça, ce sont des articles qui ont été écrits sur ce texte-là. Ou alors, on peut insister aussi sur l'importance que donne du Châtelet aux questions relatives à l'éducation des femmes. Ce sont des perspectives que nous prenons aujourd'hui sur ces textes. Mais évidemment, les éditions du discours sur le bonheur dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle ne sont pas intéressées par ces points. Je prends l'exemple de 2 éditions. Une en 1777, qui est une édition qui se trouve dans le Journal étranger de littérature. Alors, le Journal étranger de littérature, c'était une revue qui était destinée à un public francophone qui habitait à Londres. Donc, c'est une anthologie qui vise à diffuser ce qui se passe sur la scène littéraire française pour des personnes parlant le français habitant à Londres. Alors, ce qui est intéressant pour nous, c'est que l'auteur de cette revue, qui s'appelle Antoine Le Texier, il a écrit une préface au premier numéro dans laquelle il explicite son projet. Et cette préface, elle commence par un « Mesdames », donc il s'adresse aux dames. Puis, il dit ceci, je cite, alors je lis les citations parce qu'elles sont explicites. Alors, comme vous faites la majeure partie des personnes qui ont eu la bonté de souscrire à mon journal, c'est à vous que je dois adresser mes remerciements.
Mon premier projet, d'après mon prospectus, était de remplir ce journal de détails politiques, de choses sérieuses et intéressantes. Mais puisque c'est vous, mesdames, dont je dois surtout consulter le goût, je changerai mon plan et je commencerai par les choses aimables et amusantes. De là aux utiles, je finirai par la triste politique. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que le choix des textes et l'ordre d'organisation du recueil est explicitement justifié par le genre du public qui a majoritairement souscrit à l'appel à contribution. Pardon, qui a répondu à l'appel à souscription, c'est-à-dire celles qui se sont abonnées au journal. Puisque l'audience est avant tout féminine, nous dit l'auteur, alors les textes diffusés doivent d'abord être, je cite, aimables et amusants. La sélection éditoriale repose ainsi sur un partage du savoir dont le genre est le critère principal. Aux femmes, le ton un peu gai et même plaisant, et aux hommes, les choses utiles et la triste politique, pour reprendre les termes du texte. Or, devinez où se trouve le discours sur le bonheur? Eh bien, dans la première catégorie, au début du journal, parmi les choses plaisantes et amusantes. Le texte est d'ailleurs lui-même introduit par une note qui indique que, je cite, là je n'ai pas mis la citation, oups là, voilà, donc la note indique, je cite, que Madame la marquise du Châtelet joignait à la solidité des connaissances les finesses du goût et les agréments de l'esprit le plus cultivé. C'est une femme qui écrit, et qui écrit sur le bonheur, double motif pour intéresser. Le discours sur le bonheur est donc présenté ici comme un texte de femme destiné à un public féminin, lequel est en attente de pièces agréables à lire plutôt que de pièces sérieuses. Ici, la diffusion de l'œuvre châtelaisienne s'accompagne de la mise en place d'un dispositif éditorial qui empêche de la considérer comme une œuvre philosophique sérieuse. Deuxième exemple pour le discours sur le bonheur, mais avec un dispositif différent cette fois, qui est le cas d'une édition de 1796, qui est une édition d'autant plus intéressante que cette fois, le discours est inséré parmi des textes dont la teneur philosophique ne fait pas de doute. D'ailleurs, le titre de l'opuscule, c'est « Opuscules philosophiques et littéraires ». Et les textes au milieu desquels est placé le discours sur le bonheur, ce sont des textes de Diderot, le supplément au voyage de Bougainville et l'entretien avec la maréchale. Mais chaque texte est accompagné d'une courte présentation, et voici ce qu'on trouve dans la présentation du discours, je cite, « Elle était femme », donc on parle de du Châtelet, « elle était femme pour le moins autant qu'auteur. Les pompons, le jeu, le bal, la physique, l'amour partageaient ces moments. L'amour avec Voltaire devait être mêlé de quelques singularités. Madame du Châtelet, dans ses réflexions sur le bonheur, imprimées ici pour la première fois, fait un portrait de son amant qui annonce un sentiment sincère. Mais la sincérité n'entraîne pas la constance. Présenté ainsi, le texte est vidé de sa substance philosophique. Il devient un portrait de femme amoureuse et inconstante, puisque à la fin de sa vie, du Châtelet a fini par quitter Voltaire pour aller avec quelqu'un d'autre. Le texte est même transformé en portrait, non pas de du Châtelet réfléchissant sur son parcours de vie et sur ses amours, ce qui est une dimension réelle du texte, mais plutôt comme un portrait du grand homme qu'est Voltaire. Le discours sur le bonheur est un moyen de s'intéresser au portrait de Voltaire. On comprend donc comment ici le mécanisme d'occultation fonctionne et comment ce type de présentation, tout en diffusant le texte, rend impossible en réalité une lecture analytique de celui-ci. Maintenant, je voudrais m'intéresser dans le temps qui me reste à un deuxième cas, qui est celui de l'édition de la correspondance. Dans la première moitié du XIXe siècle, les lettres de Du Châtelet font l'objet de multiples éditions. On n'a pas d'édition complète avant 1878, en tout cas d'édition qui se veut complète. Par contre, on a une multitude d'opuscules qui présentent une sélection de lettres de Du Châtelet. Ce qui, du coup, est intéressant parce qu'il faut que les éditeurs ou les éditrices justifient le choix des lettres qui sont publiées et qui ont été choisies.
Et quand on s'intéresse à ces justifications, je vous en présente deux que j'ai trouvées. La première grande justification, c'en est une qu'on a déjà croisée, c'est que publier les lettres de Duchâtelet, c'est un moyen précieux de se renseigner sur la vie de son correspondant le plus intime et le plus célèbre, à savoir Voltaire. Alors là, il y a vraiment beaucoup d'éditions qui suivent cette logique. Je ne vous en mentionne qu'une seule, une édition de 1878, qui sont des lettres de Duchâtelet qui s'appellent « Supplément à la correspondance de Voltaire ». Ce qui m'a frappé quand j'ai lu ces lettres, c'est qu'en réalité, elles sont susceptibles d'une toute autre lecture. Il ne s'agit pas de lettres intimes entre Voltaire et Duchâtelet. On trouve par exemple de nombreuses pièces qui sont issues de la correspondance entre Duchâtelet et Maupertuis, un grand physicien de l'époque dont j'ai mentionné le nom tout à l'heure. Des lettres dans lesquelles il est question de Newton, de la philosophie de Newton, où il est question de la nature du feu, où il est question de la nature des corps, de leur élasticité ou de leur dureté, etc. Autant d'éléments qui pourraient permettre de remettre au premier plan la figure de Duchâtelet scientifique. Mais là encore, on a un paratexte, on a un avant-propos qui verrouille les interprétations. Je cite, « Il serait juste et convenable de nous étendre sur l'intérêt qui inspire ces lettres, de montrer une savante écrivant confidentiellement à un savant, avec cette gaieté naïve et cette urbanité délicate que donne l'usage du monde et de l'amitié. Mais pour ne point outrepasser les bornes d'un avant-propos, ou plutôt pour laisser au lecteur tout le plaisir de découvrir les détails historiques et littéraires entièrement ignorés, nous nous contenterons de dire que les lettres d'Émilie sont dignes d'être placées à côté de celles de Voltaire. » C'est donc seulement pour ces détails historiques, pour ce qu'elles nous disent du temps de Voltaire, le grand homme, et non pas pour leur contenu scientifique ou conceptuel, qu'on édite ces lettres. Les enjeux physiques des échanges avec Maupertuis sont paradoxalement invisibilisés au moment même où on les rend disponibles pour le public. En tant que supplément à la correspondance de Voltaire, elles ne nous disent rien sur la philosophie ou sur la physique propre de Duchâtelet. Mais le simple fait de parler de supplément à la correspondance de Voltaire fait qu'en réalité, on ne vise pas un public, on ne vise pas le public qui sera susceptible de lire ces lettres en scientifique ou en philosophe. Enfin, j'ai repéré un autre ensemble d'éditions qui propose une autre manière de justifier le choix de lettres et d'opérer la minoration de Duchâtelet en faisant explicitement référence à son genre. Cette fois-ci, c'est un recueil de 1806, les lettres inédites de Madame la marquise du Châtelet à Monsieur le comte d'Argental, et les lettres sont placées dans un recueil qui est censé peindre le portrait de Duchâtelet. Ce qui est intéressant avec ce recueil, c'est que du coup, il n'y a pas que des lettres. Il y a aussi des extraits des institutions de physique et il y a aussi des extraits du discours sur le bonheur. Par contre, on retrouve quelque chose dont a parlé Léa tout à l'heure. À chaque fois, ces extraits-là sont faits pour montrer une dimension du portrait moral d'Émilie du Châtelet. Par exemple, les institutions de physique ne sont pas là pour leur contenu, elles sont là pour montrer la rigueur de du Châtelet, son goût pour l'étude. Le discours sur le bonheur est là pour montrer sa franchise, son honnêteté. Donc, on passe ici du contenu thétique au portrait moral. Pourquoi maintenant éditer ces lettres et le choix des lettres avec Monsieur le comte d'Argental? Cette fois-ci, l'éditeur compare Duchâtelet à une autre femme écrivante, Madame de Sévigné. Et l'idée, en fait, c'est de réinscrire la correspondance de Duchâtelet dans l'histoire d'un genre dont on peut dire que du coup, il est genré et être comparé avec un modèle classique de littérature féminine. Je cite. Madame du Châtelet, qui vivait dans un temps où l'on ne faisait plus circuler les jolies lettres et qui avait une réputation d'esprit si bien établie qu'une lettre quelconque n'y pouvait rien ajouter, ne cherchait pas à briller dans les siennes par des traits ingénieux, par des expressions inattendues ou par des tours délicats. Elle n'écrit pas pour écrire. Tout entière à la pensée qui l'occupe, elle va droit à son but avec une chaleur d'âme, une vivacité de sentiment et une franchise d'expression dont peu de lettres, j'ose le dire, offrent le modèle. Donc les lettres de Duchâtelet, ici,
elles intéressent surtout par la manière dont elles renouvellent le genre littéraire de la correspondance féminine en se détournant de l'artificialité du style pour laisser la place à la naturalité du sentiment. Par comparaison avec Sévigné, du Châtelet apparaît plus passionné et moins attentive à son écriture, par la raison que ses lettres demeurent privées et ne sont pas destinées à être lues publiquement. Il s'agit donc tout à la fois d'une différence de caractère et d'une variation dans l'usage d'un genre littéraire. La lecture des lettres, ici, est ainsi préparée par un jeu de positionnement. D'abord, du Châtelet se trouve inscrite dans une lignée d'autrices qui ont pratiqué le genre de la correspondance, qui du coup passe pour un genre à la fois textuel et sexuel, ou en tout cas un genre textuel-sexuel. Ensuite, les écrits de du Châtelet se trouvent situés avec précision à l'intérieur de l'histoire de ce genre, dont ils incarnent l'une des étapes. On comprend dans ces conditions que la diffusion des lettres de du Châtelet ne peut pas s'accompagner ici du retour des figures de la philosophe ou de la physicienne, puisque le genre même de la correspondance implique plutôt de mettre en avant les figures de l'amante, de la passionnée, de l'ami illustre de Voltaire, etc. Alors, je m'arrête ici. Je conclus simplement en remarquant que le cas de du Châtelet m'a semblé intéressant parce qu'il ne, enfin, le cas de sa minoration, parce qu'il ne passe pas par un oubli des textes, mais au contraire par un processus éditorial actif, processus qui conduit à publier certains textes plutôt que d'autres, le discours sur le bonheur plutôt que les institutions, et à les publier en indiquant par divers dispositifs comment on doit les lire, et ce qui rend raison en fait de l'occultation de certaines figures de du Châtelet au profit d'autres figures. Merci. Merci beaucoup, Guillaume. C'était très éclairant et puis ça fait écho à plusieurs choses que Léa a précisées tout à l'heure. Je voudrais vous proposer d'abord éventuellement de poser des questions de clarification à Guillaume si vous n'avez pas compris quelque chose d'important dans sa communication, ou alors de poser des questions d'approfondissement, autant à Léa qu'à Guillaume, si vous le souhaitez. Je vous laisse peut-être 2 minutes pour y réfléchir. Si vous souhaitez poser une question, vous pouvez lever la main et réactiver votre micro quand on vous donne la parole, ou alors les écrire dans le chat, et à ce moment-là, on les lira. Mais on a une question, donc je vous cède la parole tout de suite. 39. Oui, je suis désolée, je ne sais pas comment changer mon nom. C'est vraiment gênant. Mais c'est très intéressant les deux présentations. Merci beaucoup. Je voulais demander à Guillaume, est-ce que vous avez étudié, est-ce que vous observez ce processus de minoration par l'édition chez d'autres figures, particulièrement des femmes philosophes, mais est-ce que vous avez d'autres exemples peut-être de minoration par l'édition? Alors, merci pour la question. En fait, comme je l'ai dit au début, moi, je ne travaille pas spécifiquement sur ces questions-là de minoration des autrices. C'est plutôt que je travaillais sur du Châtelet et du coup, j'en suis venu à ces questions-là. Alors, d'autres exemples de femmes philosophes, modernes ou pas, j'en aurais pas. Je peux parler des matérialistes que sont Diderot, d'Holbach, Helvétius, où là aussi, il y a un processus actif d'oubli qui passe pas par l'édition, mais qui passe plutôt par des cours, en fait. Au début du 19e siècle, donc au même moment que pour les autrices, hein, c'est surtout à ce moment-là qu'on va commencer à exclure les femmes ou à oublier des femmes qui étaient philosophes et qui étaient connues au 18e siècle. Au début du 19e siècle, il va y avoir un processus de constitution du canon. Et ça marche aussi pour les matérialistes, où on voit dans des cours de Victor Cousin comment, au fur et à mesure de ces cours-là, on oublie certains auteurs et on explique pourquoi on les oublie. Précisément parce qu'ils sont matérialistes et que du coup, c'est une pensée moins digne. Voilà, c'est ce que je pourrais dire, mais d'autres cas de disparition par l'édition, moi, je n'ai pas travaillé là-dessus. Super, merci beaucoup. Il y a une autre question qui, je pense, t'est adressée, Guillaume, dans le chat.
Y a-t-il un lien entre Du Châtelet et Madame de Staël, publié en 1796, un livre intitulé De l'influence des passions sur le bonheur des individus et des nations? Euh, il faudrait, je ne peux pas répondre, mais je peux donner une référence peut-être pour répondre. Véronique Lerue a publié un livre qui s'appelle Du Châtelet philosophe, que d'ailleurs je conseille à tout le monde, c'est-à-dire à la fois des étudiantes, étudiants en philosophie ou des personnes non philosophes, parce que c'est vraiment une présentation de Du Châtelet de sa philosophie qui est accessible sans être simpliste. Donc c'est très bien. Et il y a une partie sur les influences, la postérité du discours sur le bonheur. Alors, Véronique Lerue insiste sur la postérité avec l'amétrie. C'est peut-être ce que moi j'ai retenu parce que c'est ce qui m'intéressait le plus. Je ne sais plus si elle parle de Madame de Staël. Et moi, je ne peux pas répondre à cette question. Super, merci beaucoup. En attendant que d'autres questions arrivent, moi j'ai une question à poser à Léa. Au regard de la communication que vient de faire Guillaume, plus centrée sur le processus de minoration et de ce que tu nous as dit, de la manière dont Emerson avait traité les textes de Fleur et l'avait présenté, parfois en la romantisant. Je voulais savoir si pour toi, le processus qu'a décrit Guillaume faisait écho à la manière dont Fleur a été traité dans l'histoire de la philosophie. Si, voilà. Qu'est-ce que ça t'évoque? Quelles sont pour toi les différences ou les liens que tu vois à ce stade-là avec ce qu'a vécu Du Châtelet? Merci pour cette question, elle est vraiment passionnante et merci Guillaume pour ta présentation, c'était très, très, très intéressant. Euh, Concernant l'oubli aussi actif, aussi par ce travail d'édition, mais biographique cette fois, de Fuller, effectivement, le parallèle est notable et c'est une espèce d'ironie tragique, le moment de circulation des idées et aussi le moment d'une forme voilà, d'oubli actif de certains éléments pourtant importants et philosophiques en ce qui concerne Du Châtelet et Margaret Fuller. Concernant la biographie, euh, en réalité, c'est tout autant la vie de Fuller, parce qu'à la fin de sa vie, je ne sais pas si j'ai eu le temps d'en parler, mais elle part en Italie pour les révolutions de 1848. Elle a une relation avec un révolutionnaire italien, on ne sait pas s'ils sont mariés, ils ont un enfant, et en fait, c'est ça qui va rester de Fuller à la fin, dans la deuxième partie. Et effectivement, la biographie, elle participe de ce recentrement des textes qui avant ça étaient lus, à la personnalité, au mystère, et finalement, l'édition va plutôt prendre la forme d'une multitude de biographies, en fait, sur Fuller. C'est-à-dire que ce qui va intéresser, c'est la vie romanesque de Fuller, et même au moment de sa redécouverte par les féministes dans les années 70, en fait, je crois qu'il y a 6 ou 7 biographies qui sortent à ce moment-là. Donc, ça empêche aussi je pense que c'est aussi très important de parler des personnalités. Donc, je pense que ça fait partie du travail de mémoire de parler des personnes. Mais dans le cadre de Fuller, c'est vrai que ça l'a emporté vers l'histoire du féminisme et des droits des femmes en tant que femme de son époque, avec la charge biographique plutôt que du côté des idées, des arguments qu'elle propose et des textes qu'elle a écrits. Je ne sais pas si ça répond. Mais si, merci, je trouve que ça répond tout à fait à ma question et je voudrais poser un peu la même question du coup à Guillaume. Est-ce que la manière dont Léa a décrit ce processus de minoration par la biographie a fait écho, toi, à ce qu'avait vécu, enfin au traitement qu'on a fait en philosophie de Du Châtelet, puisque tu ne connaissais pas le contenu de l'intervention de Léa avant de faire la tienne. C'est pour ça que je précise. Oui, tout à fait. Alors moi, le moment où je me suis dit, ah oui, là, effectivement, il y a une analogie ou comment dire, une symétrie dans le devenir de leur figure, c'est quand Léa a parlé du fait que la réception, finalement, se concentrait sur le portrait, mais qui devenait un portrait moral. C'est-à-dire, c'est pas seulement une biographie, parce qu'on peut se servir des biographies, oui, effectivement, pour éclairer l'œuvre, ou pour montrer l'intérêt, le parcours individuel de Du Châtelet ou de Fuller.
Mais là, il s'agit, en fait c'est l'inverse qui se passe. On se sert des textes pour reconstruire un portrait moral. Et ce portrait moral, en fait, eh ben, il fait sens vers quoi? Vers le fait que c'est une femme qui était plus ou moins libre, plus ou moins... enfin, on essaye de retrouver dans les textes des éléments du portrait moral, et non pas l'inverse, on essaie de retrouver dans la biographie des éléments pour comprendre les textes. Donc, j'ai l'impression que le verrouillage, il s'opère dans ce sens-là, en fait. Et c'est ce que j'ai retrouvé, ce qui m'a semblé retrouver dans l'exposé de Léa. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Il y a une question dans le chat qui t'est adressée, Léa. Que pensez-vous du succès actuel de la notion d'autocensure pour expliquer la moindre ambition professionnelle des femmes ou le moindre goût qu'elles auraient pour la science? Alors, en rapport avec Fuller, c'est vrai que, pour revenir sur le contexte d'émergence des figures intellectuelles du début de la philosophie, c'est assez surprenant de voir qu'il y ait autant de femmes, en fait. Vu les difficultés d'accéder à un contenu, à une formation scientifique, qu'elle soit à l'université ou par la forme d'un accès au diplôme, c'est étonnant de voir qu'il y ait à ce point de femmes intellectuelles qui s'emparent de questions. Donc là, c'est plutôt des questions sociales que scientifiques, mathématiques, comme la figure de du Châtelet. Mais je pense que c'est aussi, à l'époque, le milieu privilégié de la bourgeoisie qui va permettre une forme d'autodidacte. Je pense que du Châtelet, Guillaume, dis-moi si je me trompe, mais du coup, était aussi autodidacte. Comment ça s'est passé Oui, alors elle a quand même eu accès justement aux grands scientifiques de l'époque. Elle s'est formée beaucoup avec Maupertuis et Clairaut. Il y a une anecdote qui dit que, du coup, à l'époque, me semble-t-il, les femmes n'avaient pas le droit d'aller dans les cafés ou dans les bars, que du coup, elle allait dans les cafés déguisée en homme avec Maupertuis et Clairaut. Je ne sais pas si c'est une anecdote fictive ou si c'est vrai, mais je l'ai croisée dans plusieurs biographies. Mais donc, autodidacte, oui, mais elle a quand même... elle a su s'entourer et elle avait accès aussi aux plus grands scientifiques de son temps. Ouais. Ouais, donc c'est aussi un accès au savoir qui est rendu exceptionnel par un ensemble d'éléments liés notamment à son milieu, le milieu aristocratique dont elle vient et pour Fuller du milieu bourgeois aussi dont elle vient. Donc je pense que la question de l'autocensure, elle se pose pas pour ces femmes parce qu'elles viennent d'un milieu privilégié, je pense. Et quand Fuller, elle va visiter des prisons, elle va essayer d'ouvrir la réflexion aussi à d'autres. Elle parle dans Woman aussi des femmes esclaves. Elle essaie d'ouvrir un peu la réflexion. Mais c'est vrai que ce qu'elle essaye de faire avec ces conversations, c'est de redonner une forme d'accessibilité d'accès aux sciences en général, que ce soit l'histoire pour ce qui est de ce qu'elle met en pratique, pour lutter contre cette autocensure. Mais effectivement, c'est étonnant parce qu'il y a beaucoup de termes comme autocensure ou même le terme de patriarcat, enfin voilà, tous ces termes qui nous aident à voir ces réalités-là. Elle en parle de manière très, très, très nue dans ses textes. Et je vous invite à aller les lire parce que c'est très sensible sur le point de vue de l'analyse avec ses propres termes, mais elle rejoue aussi l'analyse de quelque chose comme une autocensure. Ouais. Super, merci beaucoup. Moi, j'ai une petite question à vous poser qui, en fait, c'est assez drôle. C'est la question par laquelle Guillaume a commencé son intervention et c'est une question qu'on pose toujours aux intervenants et intervenantes dans ces ateliers. C'est de savoir comment est-ce que vous, du coup, vous avez découvert l'autrice que vous avez présentée ou le corpus auquel vous vous raccrochez. Donc, ma question s'adresse plutôt à Léa, puisque Guillaume a commencé par là. Mais je voudrais aussi vous poser une deuxième petite question à tous les deux. C'est maintenant que vous avez décrit ce processus de minoration, quel constat est-ce que vous faites aujourd'hui de l'état de la diffusion des textes ou de la pensée
des deux autrices que vous avez présentées. Est-ce que vous avez l'impression, quand vous présentez vos travaux, que ce sont des textes connus, des figures connues en philosophie? En philosophie, hein, je ne parle pas de la manière dont Fuller est connu dans les milieux féministes, par exemple, mais plutôt dans l'histoire de la philosophie. Voilà. Je peux commencer rapidement. Effectivement, moi, j'en suis venue à travailler sur Fuller via Emerson, qui lui-même a un statut assez particulier dans l'histoire de la philosophie. Et finalement, travailler sur Emerson en parallèle me permet d'acquérir des outils pour comprendre la légitimité de Fuller dans cette même histoire. C'est-à-dire que avec Emerson, le transcendentaliste se pose la question de la légitimité de comment cette histoire a été constituée, notamment avec son rapport à l'Europe, dans son rapport à Nietzsche. Voilà comment ça s'est historiquement constitué. Et donc, cette question de la légitimité, elle est au cœur de la place des femmes, en fait, dans l'histoire de la philosophie. Et je pense que voilà, c'était partir de la question de l'oubli d'Emerson pour découvrir d'autres auteurs encore plus oubliés que lui en philosophie, comme Fuller, est vraiment passionnant. Et pour l'autre question sur la manière d'en parler, euh, ça reste, je pense, assez compliqué de pouvoir en parler proprement en philosophie, notamment parce que c'est des auteurs qui ont été abondamment et qui continuent d'être abondamment étudiés en littérature, en études anglaises, en études américaines. Et donc, en fait, le corpus de littérature secondaire est massif. C'est un océan. Enfin, il y a la bibliographie de Margaret Fuller, c'est 25 pages. Voilà, d'articles et d'ouvrages. Donc, c'est absolument massif. Donc, voilà, comme je n'ai moi-même, tout en me spécialisant, n'ayant pas le temps de tout lire, c'est aussi étonnant de voir comme la figure est à la fois massivement étudiée et assez peu en philosophie. Je pense qu'il y a aussi un travail de passage de toute cette connaissance dans d'autres disciplines pour ces auteurs qui sont à la croisée comme ça de sciences sociales, de sciences politiques et de littérature, et d'être capable, avec la formation en philosophie qui est la nôtre, de les ramener en philosophie, en réalité, et de montrer leur pertinence, notamment en s'appuyant sur un travail qui a été fait en histoire des idées, en littérature et en études anglaises. Pour ma part, oui, donc comment j'ai découvert du Châtelet en travaillant sur Leibniz. Ça, je l'ai dit tout à l'heure, donc je ne m'arrête pas dessus, mais quel constat je fais pour la diffusion de ces textes aujourd'hui j'ai l'impression que du Châtelet commence quand même, ça n'est plus une philosophe dont le nom est inconnu. Enfin, en même temps, le nom n'a jamais été vraiment inconnu, mais il y a de plus en plus de colloques sur du Châtelet et qui sont, je crois que c'est symptomatique, ça n'est plus des colloques où le thème, c'est précisément de redécouvrir du Châtelet. Ça, c'était plutôt il y a 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, ce sont des colloques sur la philosophie du Châtelet, l'épistémologie du Châtelet, par exemple. Ou alors, ce sont des interventions sur du Châtelet dans des colloques qui ne sont pas consacrés à du Châtelet. Donc, je crois que du Châtelet est en train de devenir, dans le champ de la recherche en histoire de la philosophie et du XVIIIe siècle, c'est en train de devenir une philosophe dont on peut parler sans avoir à se légitimer. Après, il y a autre chose, c'est parler de du Châtelet en philosophe et pas seulement en philosophie des Lumières, c'est-à-dire en histoire de la philosophie. Est-ce qu'on donne des cours est-ce que, par exemple, quand on fait de la philo générale pour le CAPES ou la Greg, on va se servir d'un texte de du Châtelet pour parler d'un grand problème, comme si du Châtelet, justement, n'appartenait pas seulement au XVIIIe siècle, mais appartenait au corpus des classiques? Ça, je ne crois pas. Après, je ne suis plus étudiant de ce côté-là, mais je ne crois pas encore. Non, je vous rassure, c'est pas le cas, mais c'est pas le cas de beaucoup de femmes en général. S'il n'y a pas d'autres questions, j'aurais aimé vous demander si vous avez une question à vous poser mutuellement sur vos interventions respectives. Oui, moi j'en ai une. Guillaume, sur la question du coup de l'édition, parce que Margaret Fuller, elle, ce qui est aussi féministe dans son parcours, c'est qu'elle est éditrice.
et qui est en fait un rôle de pouvoir assez intéressant parce qu'en fait, c'est les autres transcendantalistes qui ne veulent pas se charger de l'édition du journal, qui vont lui laisser, mais dans lequel elle va finalement trouver la possibilité d'un, de publier ses propres textes et de deux, de pouvoir sélectionner, enfin voilà, d'être aux manettes de cette publication. Et quand tu parlais de ce travail d'édition, à un moment, tu dis éditeur et éditrice, mais il semble du coup que ça ressemble quand même à un travail d'édition assez masculin sur le contenu et les choix qui sont faits. Est-ce qu'il y a des éditrices à l'époque ou justement, est-ce que tu expliques cette minoration par l'édition, notamment parce que c'est des hommes qui vont s'en charger? Voilà, la place des éditrices au 18e, je te pose cette Oui, question. tout à fait. Alors, dans ma recherche, je ne l'ai pas mis dans. En fait, je n'avais pas le temps, mais c'était prévu. Donc, il y a un article qui correspond à cette présentation. Et il y a effectivement le cas d'une éditrice au 19e siècle des lettres qui s'appelle Louise Collet en 1845. Et ce qui est intéressant, c'est que Louise Collet, à la fois remarque la minoration de Duchâtelet et fait le lien, évidemment, avec son genre. Si vous voulez, je peux vous lire une citation de Louise Collet, qui est donc placée, c'est quoi? Oui, c'est dans une édition des lettres. Et donc, elle dit « Les femmes sont un peu traitées par les historiens et par les moralistes comme on traite les nations vaincues. C'est-à-dire que leur personnalité s'efface, disparaît, ou tout au moins tout du moins se confond dans celle de l'homme qui les a dominés. » Donc là, typiquement, c'est le cas du Châtelet et de Voltaire. Ce qu'elles eurent d'originalité, de grandeur et quelquefois de génie ne l'auraient reconnu que comme un reflet de l'esprit de l'homme célèbre qu'elles ont aimé. C'eût été pourtant, même sans le prestige de la renommée de Voltaire, une femme vraiment supérieure par le cœur et par l'esprit qu'Émilie Gabriel, marquise du Châtelet. Donc là, dans l'avant-propos, il y a vraiment une revendication qui consiste à dire on l'a oubliée parce qu'elle était une femme. Et en même temps, ce qui est intéressant avec cette édition, c'est que justement, le dispositif, je crois, ne permet pas non plus de faire revenir au premier plan du Châtelet, philosophe et scientifique. Pourquoi? Parce que le choix des lettres n'est pas un choix de lettres comme la correspondance avec Maupertuis, par exemple. Je ne sais plus exactement lesquelles c'est, mais ce ne sont pas des lettres philosophiques ou scientifiques. Et deuxièmement, parce que Louise Collet dit elle-même qu'en fait, elle ne s'y connaît pas dans ces domaines-là et que du coup, elle ne pourrait pas présenter les textes. Et donc, on voit bien que ici, en fait, le dispositif éditorial fait une inertie qui fait que même quand on se rend compte de la minoration, même quand c'est une femme qui édite, ben là, pour le coup, la minoration est perpétuée, en fait. Voilà. Moi, j'avais aussi une question pour toi. Merci, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. Oui, à un moment, tu as parlé d'une conférence où Fuller fait la distinction entre imagination et fancy. C'est ça. Et du coup, moi, je me suis dit, bah, là, c'est vraiment justement deux gros concepts qu'on peut utiliser en fait en philosophie générale. L'imagination, c'est un sujet qui tombe toutes les années, que ce soit au CAPES à la Grey. Et du coup, ce serait quoi le principe de ces distinctions? Est-ce qu'on peut s'en servir facilement dans nos cours? Bah, non, mais alors c'est tout le problème. En fait, ces conversations, elles n'ont pas pour but en elles-mêmes d'aboutir à une élaboration conceptuelle qui soit propre. Et en fait, elles ont été perdues. C'est-à-dire qu'on a des traces dans la conversation, dans la correspondance de ces conversations, dans l'impact qu'elles ont, voilà. Et il y a des textes, du coup, sur voilà, la préparation. Enfin, mais parallèlement, il va y avoir des cours où où on a l'intégralité de ce qui s'y passe, voilà, même dans les échanges. Mais les conversations philosophiques de Fuller, c'est vrai que les éléments sur lesquels travailler vont être les articles qui vont être faits à partir des échanges. Voilà. Et ces articles-là, c'est ceux de Sophia Ripley, et celui justement qui ensuite deviendra Woman in the 19th Century. Mais effectivement, en fait, on voit que Fuller en elle-même, elle travaille en philosophe. Elle travaille les concepts, elle fait de la distinction conceptuelle, elle fait de la problématisation en permanence, et elle amène les participantes
à faire ce travail. Et ce qui est d'autant plus, je trouve, exceptionnel, c'est qu'elle part un peu voilà, sur les auteurs classiques, latins et grecs, avec Ovide. Voilà, elle a une approche plus historienne, et c'est la philosophie qui va la rattraper, parce que c'est ces compétences-là qui manquent aux femmes. Et, euh, et du coup, c'est vrai que sur l'imagination, moi aussi, enfin, c'est assez frustrant. On a envie de savoir ce qui s'y passe, enfin, ce qui s'y joue philosophiquement, parce que je pense qu'il y a une liberté d'esprit à l'époque qui permet, voilà, qui permet aussi de penser ça, et notamment avec pour répondre un tout petit peu conceptuellement, chez Emerson, il y a la conception de l'extravagance, la question de l'extravagance qui est aussi fondamentale dans la question de la self-reliance et qui aura un impact dans le cinéma et les comédies du début du XXe, notamment Cavell a identifié ça, qui fait qu'il y a aussi conceptuellement, il y a une richesse qui s'élabore à cette même époque.